Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes très fidèles à ce rendez-vous télévisé sur ESAE TV, ce dimanche avec ma collègue Billy Gaïlaïbi, nous recevons pour vous Benoît Assouan-Komlan-Degla. Il est député de la 9e législature, élu sur la liste du parti politique Bloc républicain. Il est ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Avec lui, on fera le tour de l'actualité politique nationale sans nul doute. La proposition de loi portant révision de la Constitution et également la récente sortie médiatique du président Patrice Talon. Benoît Assouan-Komlan-Degla, bonjour. Bonjour, cher ami Abdelkader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, Kader. Merci d'être dans nos murs. C'est un plaisir. Ça fait un moment qu'on n'a vu pas ici à ESAE TV. Ben, vous savez, alors que vous êtes très habitué. Oui, bien sûr, c'est ma maison, mais seulement ailleurs, on a d'autres choses aussi, donc on ne pourrait pas être partout à la fois, quoi. Alors, Benoît Degla, pour entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, le président de votre groupe parlementaire est co-initiateur d'une proposition de loi portant révision de la Constitution, laquelle compte instaurer un Sénat et bien d'autres réformes. D'entrée de jeu, est-ce que au sein du groupe parlementaire, vous partagez cette initiative du président du groupe? Merci beaucoup pour cette occasion que vous m'offrez. C'est une proposition de loi qui émane de deux collègues, l'un est responsable du groupe parlementaire UPR et puis l'autre de mon groupe, c'est-à-dire le BR. Alors, ce qui est présenté comme proposition de loi est le fruit d'une longue réflexion. Déjà, je voudrais rappeler que en 2019, lorsqu'il y a eu la modification de la Constitution pour la première fois, et il y avait des amendements tendant à souhaiter que nous instaurions dans notre pays, à l'instar de beaucoup de pays, le Sénat, qui n'est pas un organe neutre, qui n'est pas un organe anodin. Le Sénat, il a un rôle important qui est celui de calmer les esprits politiques, de consigner les acteurs politiques, celui de concilier les acteurs politiques et celui de veiller à la bonne marche de notre développement. C'est pas de maintenant que date l'existence du Sénat. On parle du Sénat en se référant aux États-Unis ou à la France, mais ça date de plusieurs siècles. Depuis le XVIIe, je crois, siècle, existe déjà le Sénat, enfin, son nom c'était le Conseil des sages. En latin, c'était le Senex, le Conseil des sages, pour aider le roi dans la gestion de son royaume. C'est-à-dire, c'est l'organe qui était aux côtés du roi par rapport à un certain nombre de dossiers qu'il gère. Donc,
le temps a passé, ce conseil de sages a existé sous d'autres formes pour devenir aujourd'hui le Sénat, connu un peu partout, mais les rôles sont pratiquement les mêmes, sauf qu'ici, dans notre pays, le Sénat qui fait l'objet de propositions de loi a une particularité. Vous voyez, ailleurs, le Sénat, il est constitué d'élus. Qui sont élus, excusez-moi, de l'emploi, qui sont élus au suffrage indirect. Oui, ce sont des élus. Voilà, un suffrage indirect, et puis d'autres sur proposition du président de la République. Aux États-Unis, c'est les États, et les 50 États qui proposent, qui élisent chacun deux sénateurs. Mais le fond des attributions demeure les mêmes. Mais chez nous ici, on a sorti une partie qui est le volet représentation au sein du Sénat des élus. Je pense que c'est pourquoi on ne transforme pas, parce que c'est un début déjà. Il ne faudrait pas qu'on transforme ce Sénat à une assemblée bis, une assemblée de guéguerre, parce que quand on dit élection, à quel niveau faut situer l'élection, qui seront les acteurs devant prendre part à ces élections, et ceux qui en sortiront auront des connotations fortement politiques, et on risque de nous retrouver comme si c'était... C'était l'installation d'une assemblée bis, c'est ça? Voilà. Donc, pour éviter cela, on a proposé, les collègues ont proposé, je crois que c'est bien, que ce soit des personnes ayant exercé déjà des fonctions à un niveau très élevé de notre pays, et qui ont la capacité d'accompagner le gouvernement, d'accompagner l'Assemblée dans la prise d'un certain nombre de décisions. Et dans le management du pays tout entier, dans tous les secteurs. Et c'est ça. Donc, mais seulement, c'est le Sénat connu ailleurs, moins le volet électif. Monsieur Degla, je ne vous coupe pas. Permettez-moi de rappeler que ce n'est pas la première fois, puisque vous l'avez dit vous-même, que cette proposition revient par la Constitution à réviser et tout ça, et avec précisément le Sénat qui est proposé. Est-ce que cet acte répété ne nuit pas à la crédibilité des institutions? Ah mais non, pourquoi? Parce que on ne trouve pas le Sénat ex nihilo au Bénin. Il existait partout. Et je l'ai dit, depuis des siècles, il a existé. Et il a un rôle qu'il joue. Nous n'en avons pas au niveau lors de la conférence des forces vives. Ça n'a pas été introduit, mais ça ne veut pas dire qu'une quarantaine d'années après, qu'on ne songe pas à apporter, qu'on n'ait pas le courage d'apporter quelques modifications pour essayer d'améliorer ce qu'on a constaté comme négatif. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, je ne sais pas si je peux déjà en parler, je peux te parler de ça. On a besoin un pays comme le nôtre, un pays aux ressources limitées, ressources minières, ressources de sous-sol limitées. On a besoin d'une ambiance, d'une atmosphère apaisée pour que le gouvernement ait la latitude d'aller chercher les moyens pour le développement du pays. Mais si on doit passer le temps à parler politique, à organiser des élections. Heureusement que la charte des partis a permis aujourd'hui une réduction drastique des partis politiques, et nous avons aujourd'hui la possibilité, nous avons aujourd'hui un nombre élevé de candidatures, et le regroupement, la mise en place, les élections générales qu'on a instaurées dans cette constitution modifiée de 2019 permet aujourd'hui de souffler un peu. Sinon, c'est chaque année, presque chaque année, 3 ans, pendant 3 ans. Vous avez un mandat, vous êtes élu président, vous pouvez avoir 2 élections pendant votre mandat, et c'est comme si vous n'allez pas travailler, parce que toute l'année élective est consacrée à l'animation politique, à l'abandon des bureaux, à l'abandon des projets. Il faut arrêter ça quand même. Il faut penser à arrêter ça. Et pour arrêter ça, les solutions, il faudrait qu'on les cherche ensemble. Là, il ne s'agit que d'une proposition qui peut être amendée par tout le monde.
lorsque la proposition a été rendue publique, on a entendu et continue d'entendre les commentaires des uns et des autres. D'accord. Puisqu'il s'agit de propositions, mais c'est des choses qui ne sont pas anodines, dont on peut tenir compte et faire peut-être des amendements pour améliorer, afin que ce soit une loi consensuelle. Pourquoi pas? Mais Benoît Desglas, il y a une question, une interrogation. Pourquoi maintenant cette proposition de loi portant révision de la Constitution à un moment où, au niveau de la Sénat, tout s'active pour l'organisation de la présidentielle, au moment où le candidat de la mouvance présidentielle est connu, au moment où l'opposition n'a pas de candidat, l'opposition à travers le parti les démocrates n'a pas de candidat, Force Koï Bénin Émergent, opposition aussi a déjà son candidat, mais le plus grand parti politique de l'opposition n'a pas son candidat, à un moment où ils ont des démissions en leur sein. Pourquoi maintenant? Ah ben non, chacun s'active. Vous profitez? Ah mais non, pas du tout, chacun s'active. De vos mais adversaires? non, écoutez, nous avions à la 7e, la 8e législature, oui. Nous étions tous de la tendance, nous étions tous de la mouvance. On aurait pu modifier tous les textes. Si tant est que il y avait une envie de caporaliser la dynamique politique dans notre pays, on l'aurait fait. Mais ça n'a pas été fait. C'est pour montrer la bonne foi. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, que la Sénat travaille, que les institutions travaillent, où est le problème que ce soit abordé aujourd'hui? Si c'est demain, on l'aborde. De toute façon, est-ce que le contenu même de cette institution on veut avoir chez nous, est-ce que le contenu est mauvais? Si c'est pas mauvais, pourquoi épiloguer sur le timing? Absolument pas, il n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, il y a les élections, d'accord, mais ça ne perturbe pas le fonctionnement de l'Assemblée. L'Assemblée est en session plénière, et nous sommes en session, et nous avons le temps d'étudier cette proposition de loi qui fait pas 10 articles. On peut étudier ça. Donc ça ne gêne pas du tout que, bon, ne revenez pas sur le fait qu'il y a une partie de l'opposition qui est absente au présidentiel, pour les présidentielles. C'est pas de la faute à mon groupe parlementaire. Ils ont des démissions au niveau de leur groupe parlementaire également. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est normal, c'est une suite logique? Je vous rappelle, en 2016, lorsque le président Yahi Boni avait mis en place un comité de choix du candidat, j'étais dans le comité. On siégeait au siège et dans l'un des bureaux du secrétariat général de la présidence. Et des candidats ont envoyé leur dossier. Mais non, j'ai jamais vu le dossier de Lionel Zinsou. Ah bon? On n'a jamais vu son dossier. On en était là. Quand les travaux ont été bloqués, et puis voilà, c'est le nom de Zinsou qui ressort. La conséquence, c'est que 7 ministres ou anciens ministres de Yahi Boni se sont présentés candidats. 7 de ces ministres et anciens candidats. Parce que le dynamisme qui devait conduire au choix a été quelque part biaisé. Et la suite, on la connaît. À l'élection du président Patrice Talon, et au lendemain de son élection, le candidat qui a été battu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'avion et est parti. Il a abandonné le bateau en rade. C'est le même scénario que vous trouvez aujourd'hui. Alors vous voulez que pendant ce temps, les gens doivent faire quoi? Ils ont des hommes politiques. Ils doivent se rechercher autrement. Donc c'est une suite logique. Des hommes politiques sans conviction politique? Mais écoutez, la conviction politique se réajuste? Attendez. Oui. Alors je dis, il n'y a pas de fidélité en politique, il n'y a pas de fidélité à un homme. Il y a une fidélité à son peuple, aux ambitions de son peuple. Ce n'est pas par rapport à un homme qu'on doit être fidèle. Ce n'est pas par rapport à un homme. Les enjeux pour les politiciens doivent être, n'est-ce pas, d'œuvrer pour qu'il y ait mieux-être dans son peuple, dans son pays et pour sa population. Peu importe qui viendra. Et je pense qu'il faut avoir le courage de se le dire. Nous faisons le choix de majorité opposition. Autour de quoi? Autour de quel principe? Est-ce que vous pouvez nous définir l'idéologie réelle de nos frères, de nos amis les démocrates? Pouvez-vous nous décrire l'idéologie qui est la nôtre au sein de mon parti?
nous sommes tous préoccupés par les mêmes choses. Vous voyez, vous circulez dans les rues de Cotonou, elles sont belles. On aurait voulu qu'il y ait ces routes-là un peu partout à l'intérieur. Donc, c'est pas fini. L'eau, vous en avez ici. Moi, parfois, il m'arrive d'avoir les bidons d'eau dans mon véhicule avant d'aller chez moi. Parce qu'il y a des coupures d'eau qui durent pendant des jours. L'électricité, c'est pareil. Donc, il y a encore beaucoup à faire. En dehors de ces préoccupations-là, il y a les écoles pareilles, les hôpitaux pareils, en dehors de ces préoccupations. Quelles peuvent être, pour ceux qui se disent de l'opposition, peut-être ayant une idéologie autre que celle de satisfaire les besoins, de venir au secours des besoins de la population, quelle peut être cette idéologie-là? Donc, partir d'un point A, point B, dans des conditions telles que ça s'est déroulé, moi, je n'ai pas à m'en prendre à eux. De la démocratie. Mais la démocratie, qu'est-ce que c'est? La démocratie, attention, on ne doit pas. La démocratie ne signifie pas unanimité. La démocratie, c'est la majorité contre la minorité. La démocratie, la majorité peut être à 51%. Et la minorité à 49%. Mais c'est la démocratie. C'est la démocratie. Mais on n'a pas à se réjouir. On n'a vraiment pas à se réjouir de tout ce qui se passe, malheureusement. Oui, sur la révision de la Constitution, il y a Daniel Ida, des démocrates, qui a invité le chef de l'État il y a quelques jours à soumettre cette proposition au référendum. Votre avis? Mais non, ça peut arriver. Ça peut arriver. La proposition a été affectée à la commission des lois à laquelle j'appartiens. Nous avons, après débat, accepté de la soumettre au président de l'Assemblée parce que nous avions ce qu'on appelle la recevabilité. Par rapport à la recevabilité, il faut voir est-ce que l'intégrité du territoire est affectée par cette proposition de loi, c'est non. Est-ce que le caractère laïque est touché? Non. Il y a un troisième critère. Est-ce que c'est tout? Les trois critères n'ont pas été touchés. Donc le rapport dit, après lecture, nous n'avons pas fait de constat que les fondamentaux ont été touchés. Il appartient au président de l'Assemblée de programmer la plénière, les débats auront lieu et il y aura l'acceptation ou le rejet, c'est-à-dire la recevabilité. Et dans ces conditions en plénière, on aura besoin de 82 députés. De 82 députés. L'étape supérieure, lorsqu'on passe maintenant à l'étude du dossier, il faut alors maintenant voter. Et en ce moment-là, il faut 88 députés sur les 109 que nous sommes. Maintenant, si ça ne passe pas, le président peut. Les critères sont remplis pour que le président soumette ça à un référendum. Mais il ne peut pas ne pas passer ces étapes-là d'abord, avant de dire, bon, le dossier, je l'envoie, je le fais passer par référendum. Voilà. Et la révision de la Constitution, elle est obligatoire ou nécessaire pour le bon développement du pays? Mais la révision de toute Constitution dans ce monde-là a été nécessaire. Vous savez, nous sommes à notre tentative de deuxième révision. Oui. Celle de la France est de 58 et il y a déjà 29 à peu près de révisions. Aux États-Unis, celle des États-Unis a fait l'objet d'une cinquantaine d'amendements. Dans tous les pays, toute constitution, dans l'évolution normale du temps, et compte tenu des événements tels qu'ils se posent, ont besoin d'être relus. C'est comme ça. Vous avez un enfant qui a une quarantaine d'années, vous ne pouvez pas continuer de le traiter comme s'il avait encore 10 ans, 20 ans. Il y a des choses qui ont changé en lui. Des choses, on avance et on découvre que la démocratie intégrale de 300 partis politiques. Le multipartisme intégral. Le multipartisme intégral, on découvre que c'est nocif au développement. Lorsque, à la veille d'une élection, vous allez dans un village, vous avez 40, 50 coordinations de campagne, des gens qui ont leur récépissé dans leur poche, dans leur valise,
et qui se présente candidat à la veille des élections. Vous ne voulez pas que ces choses-là, on corrige un peu? Donc, il y a des révisions qui ont besoin de se faire. Il y a des amendements qui sont nécessaires à apporter à la Constitution. Ce n'est pas nécessairement le temps, mais c'est parce que Et le besoin. il y a le besoin qui s'impose. Vous voyez? Rappelez-vous, en 2012, le président Yahi Boni, au cours, je crois il avait affaire à des journalistes et tout, et il en avait marre, il s'est exclamé. Mais finalement, mais qu'on me laisse travailler, j'ai été élu. Je crois. Cette bande-là, ça passe sur les réseaux sociaux, ça passe. Laissez-moi élu, laissez-moi travailler. C'est vrai, nous, j'étais à ce côté. On n'avait pas le temps de travailler. Parce que c'était les grèves par ici, par là, les écoles, les centres de santé, etc., etc. Comment on peut travailler alors qu'il venait d'être élu? Pourquoi alors ne pas demander que, à l'élection d'un président, qu'on puisse donner du temps de le laisser travailler? Et après, on l'appréciera et on prépare en même temps les arguments pour le combattre, pour l'enlever. On n'a pas dit le pluralisme c'est interdit. On peut être dans un concert ensemble et avoir des pensées divergentes. Mais savoir toujours que le bien premier, l'intérêt premier, ça doit être de s'accorder sur ce qui est bon pour notre pays, pour chacune de nos populations. Benoît Degas, ceux qui critiquent ce projet politique pensent que vous voulez quand même royer un peu des pouvoirs du président de la République prochain. On pense que votre président, votre candidat désigné, qui assurément probablement sera élu, est consacré président de la République, vous voulez l'affaiblir un peu avant qu'il prenne le pouvoir. Ce sont les commentaires. Oui, heureusement que c'est les commentaires. Non, je ne vois pas en quoi c'est comme ça. Parce qu'on constate que pendant 10 ans que Patrice Talon a gouverné, on n'a pas réellement vu à haute et intelligible voix des parlementaires évoquer cette initiative d'ambition d'instaurer en République du Bénin un Sénat, mais on constate que à cette époque-ci, maintenant, ça a fait surface subitement. Bon. Peut-être qu'on n'avait pas été compris en ce moment-là, puisque ça fait l'objet de débats. On en avait parlé. Seulement que sur la place publique, ça n'a pas été vulgarisé. Voilà. Sinon, on en avait parlé. On en avait parlé. Et le président lui-même, lorsqu'il a reçu son prédécesseur, il l'a redit. Il a demandé pourquoi ne pas penser à un cadre de concertation d'anciens présidents, d'anciens responsables, pour pouvoir gérer les problèmes et ne pas laisser ces problèmes-là seulement au niveau de l'exécutif ou de l'Assemblée les gérer. Avoir un troisième groupe, une troisième institution, enfin, qui pourrait aider à concilier. Ce n'est pas une mauvaise chose. Vous voyez que celui-là, que le président Wadaï, moi je l'appelle président parce que devant désormais c'est du vent, il n'y a plus rien. Il sera consacré président très bientôt. Il arrive et puis pour rien. C'est pas le Sénat ne se crée pas pour lui. Mais je dis, prenons l'exemple qu'il arrive au pouvoir, qu'il prenne et après son serment, puis voilà, 2-3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, voilà, c'est des envolées verbales à gauche, à droite, c'est des critiques inavouées, on tire à tout bout de champ sur n'importe quoi qui ne le concerne peut-être même pas, parce qu'on ne prend même pas le temps il faut quand même prendre toujours le temps d'observer. Lorsque vous avez votre enfant qui apprend à marcher, parfois vous avez envie de le laisser aller et peut-être de trébucher et de voir s'il prendra conscience pour la fois suivante, faire plus attention, n'est-ce pas? Mais donc, donnons le temps qu'il avance, que le nouveau président, prenne les rênes, qu'il s'asseye et qu'il dirige, et que tout son mandat, il puisse mettre à profit le projet que le Bénin, nous-mêmes, nous sommes assignés
à travers la vision qu'il veut faire du Bénin, monde des merveilles, dans les années 2060. Mais si un président arrive qui n'a pas le temps de s'occuper de la réalisation de cette ambition-là, ils vont se suivre. Et en 2060, on va se retrouver comme si on était en 2050. Donc c'est dans la Constitution aussi, c'est dans la proposition de loi aussi, veiller à ce que les plans de développement du pays puissent s'exécuter harmonieusement, sans entrave. Et que cela oblige, aujourd'hui, à travers cette loi, on veut même obliger les présidents à ne pas s'éloigner de cela, parce que c'est une vision qui est tellement ambitieuse, elle prend en compte tous les secteurs de la vie. Pour que le président puisse sereinement faire ça, il faut de l'argent. Nous n'en avons pas assez. Il faut qu'il ait du temps, n'est-ce pas, d'aller demander à l'étranger de nous aider. Mais l'étranger qui nous donne, il nous mesure par la sérénité avec laquelle notre démocratie avance, par notre crédibilité. Mais si nous passons le temps à nous chamailler, mais il est tout à fait normal que, pour avoir l'aide nécessaire pour le développement, que nous soyons quelque part bloqués. Mais est-ce que quelque part, vous ne voyez pas que ce bouillonnement démocratique qui se fait montre lorsqu'un président se fait élire à la tête d'une république n'est pas comme une pression à l'amener à se faire le meilleur de lui-même? Parce que, à l'opposé ici, il y a la traite politique que vous défendez si bien ce matin. Le président de la République pourrait se dire, bon, voilà, je fais ce que je peux sans quand même tutoyer ses limites. Mais voici pourquoi est-ce que nous disons, pour qu'il ne se donne pas le droit de faire ce qu'il veut, on propose qu'il y ait une institution comme le Sénat. Donc le Sénat peut destituer le président de la République? Non, il ne peut pas le destituer, mais il peut rappeler un certain nombre de choses. Lorsque le fonctionnement... S'il n'obtempère pas? Non, écoutez, le peuple saura. N'allons pas dans les cas extrémistes. Non, restons dans ce qui est réaliste. Il est élu président, il sait quelles sont ses obligations, il prête serment sur un certain nombre de choses qu'il doit respecter en tant que président de la République, n'est-ce pas? Il ne va pas oser violer son propre serment. Sinon, la loi prévoit. Parce que la loi prévoit le parjure. Ça prévoit le parjure lorsque c'est mis au travers de son serment. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez que ce qui est fait là ne va pas, au contraire, faire peur à celui qui vient et qui se dira, attention, je vais diriger, mais je dois rester dans la droite ligne de la vision globale de ce pays-là. Je dois rester l'homme qui rassemble, je dois être l'homme qui concilie, je dois, etc., etc., pour que ce ne soit pas le Sénat qui le lui rappelle. Mais Benoît Degla, vous avez appartenu à un système politique, celui de Boni Yayi, où vous avez vu qu'à une époque, Boni Yayi était pratiquement, avait un bras de fer avec l'Assemblée nationale, le Parlement, qui est une institution également. Et si éventuellement on a un président de la République qui s'engage dans un bras de fer avec le Sénat, comment cela peut être réglé? Lorsque le Sénat est censé être l'organe de régulation, de tempérance, lorsque c'est lui maintenant qui est dans un bras de fer avec le président de la République, comment cela peut être réglé si vous ne prouvez pas les cas extrêmes? Mais sur les institutions, ce sont les hommes qui les animent, les institutions. Pour ce que nous savons des Sénats qui existent, il y a une suprématie en matière législative de l'Assemblée sur le Sénat. En matière de gestion politique, le Sénat, pardon, oh là là, ouais, c'est vrai, la Sénat de Sakalafia. On est habitué. Oui, on est habitué, voilà. On va apprendre à dire, de savoir quand c'est le, quand voilà, c'est le. Voilà. Le Sénat, sur le plan politique, il a un rôle essentiellement politique, d'arbitrage politique, de conseil politique. Et à ce niveau-là, il peut reprocher, il peut ramener l'Assemblée nationale à considérer un bon nombre d'actes qu'il poserait et
telle que la loi en sera, dans la hiérarchie des institutions, quelle sera la position du Sénat. Et dans ces conditions-là, je ne crois pas qu'un président de l'Assemblée nationale, avec ses députés, puisse accepter entrer en conflit avec le Sénat, qui certainement serait au-dessus. Puisque, vous avez vu, s'il y a une loi qui fait l'objet de deuxième lecture, demandée par le président, et que l'Assemblée refuse d'accepter, d'inclure des amendements, le Sénat peut de droit reprendre cette deuxième lecture-là et ça devient loi de l'État. Ça devient loi de l'État. Mais lorsqu'on regarde un peu le Sénat tel que vous comptez l'instaurer, vous avez dit tout à l'heure que ce sera peut-être sûrement amendé. Il y a la trêve politique également qui va être décrétée. Vous l'avez défendu en partie tout à l'heure, mais j'aimerais bien savoir, et on aimerait bien savoir, comment cette trêve politique va se manifester. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là, c'est-à-dire les 4 années, il n'y aura aucun acteur politique qui pourra effectuer d'activité politique. Est-ce que il n'y aura pas d'opposants déclarés au président de la République? Est-ce qu'on ne pourra pas voir des sorties qui soient de nature à aller véhément contre la gouvernance actuelle du pays, si éventuellement un acteur politique estime que le chemin pris par le dirigeant est dangereux ou glissant? Tout se passera comme avant, à la seule exception, à la seule que les conditions, lorsque la loi sera votée, amendée et autres, les conditions seront prises pour garantir aux formations politiques la libre expression à tout niveau. C'est d'abord, c'est vu comme, il faut voir cette proposition comme un vœu, un souhait. La trêve, peut-être ce mot-là peut disparaître du texte. Mais l'accalmie qu'on veut, le climat social apaisé qu'on veut, qui est appelé trêve, c'est pour que le parti politique qui est allé aux élections et qui a perdu sache. Toi qu'il a dormi? Ah mais il a perdu parce qu'il n'a pas été assez fort. Il a perdu parce que dans sa gestion interne, il n'a pas suffisamment rempli les conditions. Vous parlez des démocrates? Oh, peut-être pas. Je ne sais pas. Hein? Peut-être pas. Peut-être pas, je ne sais pas. Non, mais nous sommes à un débat ici. Je ne vais pas me caporaliser sur les démocrates. Nous parlons aujourd'hui des démocrates peut-être, mais demain il peut y avoir d'autres partis politiques. Oui. Tout à fait. Et vous N'est-ce disiez, pas? il faut que le parti ayant perdu sache. Sache que c'est la volonté du peuple qui a été faite et qui se doit l'obligation de la respecter. Et ne pas appeler ou susciter ce qui peut être considéré comme de la déviance, comme comme vouloir s'attaquer à la loi. En ce moment, il y a un pouvoir, parce que le pouvoir, c'est l'autorité que doit exercer ce qui le détient. Et en ce moment, ce qui le détient fait observer la loi. Donc, je ne crois pas, nous n'allons pas aller dans les schémas les plus catastrophiques. Voilà, comme on le dit. Je crois que les Bédouins sont tous mûrs. Et tous, nous savons, il y en a qui écrivent beaucoup sur le Sénat, qui savent très bien que ce Sénat, il existe partout à côté de nous, et qu'il a toujours il a fait du bon boulot. C'est la seule raison, seulement que chez nous ici, on veut lui donner un rôle assez de développement. Il va jouer un rôle qui va aller dans le sens du développement, davantage que dans ce sens qu'on connaît ailleurs. Donc, nous allons voir dans les jours prochains, certainement à l'étude des dossiers. Et vous savez, en pareille condition, mais on reçoit des amendements de tout le monde. Les gens appellent, vous recevez des écrits et tout. Mais nous allons analyser tout ça. Et peut-être que cette loi ce que nous appelons le Sénat, je disais tantôt, ça peut être un autre nom.
mais pourvu qu'ils puissent aider à apaiser la tension sociale. L'autre interrogation également qui se fonde en inquiétude de certains citoyens, c'est de savoir, ce Sénat-là sera composé comment? Qui va le diriger? Quels seront les pouvoirs et prérogatives du président du Sénat? Quel doit être ses rapports avec le président de la République? Est-ce que le président du Sénat devient d'office la deuxième personnalité de l'État? Alors, au niveau du Sénat, lorsque la situation sera peut-être mal structurée, est-ce que l'Assemblée pourra corriger la structuration du Sénat? Lorsqu'on lit le texte, on a comme l'impression que c'est le Sénat, lui, qui délibère sur la loi à caractère politique. Est-ce que l'Assemblée pourra avoir le pouvoir encore, l'autonomie, l'indépendance de pouvoir rectifier ce qui est peut-être conféré comme trop fort aussi au Sénat? Parce que pas en voulant affaiblir le chef de l'État, peut-être en reliant ses pouvoirs, ériger ou bâtir un Sénat plus fort que tout. Ouais. Nous sommes en train de vouloir instaurer une institution et automatiquement, après la loi, il y aura la loi organique. Voilà. Une loi qui va organiser complètement le Sénat dans sa composante, dans son fonctionnement, avec ça à côté peut-être un règlement intérieur, mais ça va être interne au Sénat. Et là, c'est le travail de l'Assemblée pour qu'on définisse. Déjà, on sait qui sont ceux qui sont appelés à siéger au sein du Sénat. On peut améliorer. On peut ajouter d'autres personnes. Comment justifiez-vous cette composition actuelle, de la monture actuelle? Non, les anciens présidents. Vous savez, oui. D'abord, on a dit ceux-là qui ont exercé, qui ont une certaine connaissance de la gestion de ce pays. Les anciens présidents. Les anciens présidents, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, les chefs d'état-major. Parce que vous savez très bien, nous sommes dans un pays où de temps en temps, nous avons des incursions terroristes. Nous avons besoin de sécuriser et de garantir l'intégrité territoriale de notre pays. Ceux-là qui, en la matière, ont œuvré pour nous garantir notre pays dans son entièreté, peuvent être associés. Mais dans les débats, dans les amendements, il n'est pas exclu que d'autres personnes soient ciblées pour appartenir à cela. Là, ce n'est que... C'est-à-dire, à l'Assemblée, c'est un document qui est parti en caleçon, qui peut ressortir en costume et tout. Voilà. Vous en parliez depuis au sein de vos groupes et tout. Vous en discutiez avant même de proposer la loi en question au président de l'Assemblée nationale. Peut-on espérer Patrice Talon comme président du Sénat? Ben, je ne peux pas dire un seul mot à cet effet. Je ne peux pas dire un seul mot à cet effet. Je ne sais pas. Je ne pense pas derrière toute action législative, il y a toujours une intention politique. Mais non. Ça peut être une gestion collégiale. Une gestion collégiale. Avec l'ancien président. Voilà, ça s'appelle une gestion collégiale. Voilà. Donc ça peut être un noyau de trois personnes qui se trouvent au-dessus des autres pour conduire. Et puis voilà. Pas quelqu'un qui puisse avoir le pouvoir de prendre la décision à elle seule au nom du groupe. Tout ça, c'est des choses qui sont à étudier. Voilà. Alors, donc, comme vous le dites bien, c'est en étude. Peut-être on va revenir une fois, évidemment, pour quand ce serait prêt, je viendrai vous donner je viendrai avec le texte. Mais ma dernière question par rapport au Sénat, c'est de savoir par rapport à cette révision constitutionnelle. Vous avez dit tout à l'heure que pour la première étape, il vous faut 82 députés et la seconde étape, 88. Ouais. Alors, l'UPR, l'Union progressiste du renouveau, a 53 députés. Le Bloc républicain, vous en avez 28. Donc 81. Voilà. 81. Pour aller vite. Voilà, 81. On a 6 qui ont démissionné au niveau du groupe parlementaire Les Démocrates. Alors, ces 6-là, ils vous rejoignent? Même si éventuellement ils rejoignent, ça va être 87, donc ça veut dire que vous avez besoin encore d'un député pour faire passer la moi, je n'ai pas parlé en comptant sur les 6. D'accord? Il y a des lois d'intérêt national, des lois à contenu juste qui peuvent trouver l'assentiment chez les 28 collègues députés des démocrates. Vous pensez? Mais oui, bien sûr. Je crois qu'ils sont des responsables, ils sont des Béninois. Et si ce n'est pas un texte qui va contre les intérêts de notre pays, notre peuple,
je le sens suffisamment responsable pour pouvoir, pour cet instant-là, accompagner le texte. On dit souvent que le Parlement est le rôle de la politique et on sait que parfois, il y a des votes qui sont mués en règlement de compte politique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une politique entre mouvanciers et opposants au sein du Parlement? Déjà, vous constatez que avec les nombreuses communications qui ont été faites, nous ne sommes pas en mesure de dire aujourd'hui que nous avons véritablement 28 adversaires là-bas. Lorsqu'ils déclarent leur partie de leur parti, lorsqu'ils ont pour parti, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas acteurs. Ils font référence à l'incohérence qui a existé, à la mauvaise gestion. Vous qui avez travaillé avec Boniaï, est-ce que vous y croyez à ce qu'il... En toute honnêteté, vous avez travaillé avec Boniaï, vous avez été ministre de l'Intérieur, c'est pas un portefeuille. J'ai commencé par vous dire ce qui s'est passé en 2016 et qui est pareil à 2025. Ça veut dire qu'on n'a pas tiré le son. On n'a pas tiré le son de ce qui s'est passé en 2016. Ça s'est passé dans les mêmes conditions. Comité de sélection, travaux inachevés. 2025, mise en place d'un comité de sélection. Conclusion tripatouillée. Nous sommes là. Et le parti, selon vous, survivra-t-il au soir des élections de 2026 Déjà qu'on Ou est-ce qu'il va disparaître vu ce qui se passe actuellement? Et à mon avis, je ne souhaiterais pas ça. Je ne souhaiterais pas ça, mais pour l'évolution politique de ceux qui sont membres, c'est des milliers de membres que comptent les partis démocrates. Il peut y avoir une troisième voie. Ils peuvent se mettre ensemble avec nous. Il peut y avoir des accords de gouvernance. Comme FCBE. Comme FCBE. Pourquoi pas? Et déjà, puisque vous en parlez, ça nous permet, Billy Laïbi, si vous permettez également, de rentrer dans le second sujet qui nous réunit ce dimanche matin. C'est cette sortie médiatique du président Patrice Talon, qui en a fait cas par rapport aux accords de coalition parlementaire en disant qu'en l'état, aucune formation politique, sur l'échiquier politique national, si on doit le résumer, n'est en mesure d'obtenir 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Mais voilà, c'est une vraie vérité, si vous voulez que je fasse de la tautologie. Mais c'est vrai. C'est parce que nous sommes humbles et nous sommes conscients du fait que c'est difficile. Mais pourquoi avoir mis la batte si haute? Mais parce qu'on veut que les partis politiques se battent à se rendre des partis nationaux. Et se pourrait, preuve, ils ne parviennent pas à cet objectif-là aujourd'hui. Mais en attendant, une loi et une disposition permet que, avant le dépôt des dossiers à la Sénat, ceux qui le souhaitent, on ne sait jamais, au cas où il arriverait que l'un ne soit pas en mesure d'avoir les 20% et que l'autre, là, ait un peu plus, qu'il y ait cet accord de gouvernance, accord de législature pour le dispatching, l'attribution des sièges. Ça, c'est... Je crois qu'il faut savoir reconnaître ses faiblesses, ses forces et ses faiblesses. À l'étape d'aujourd'hui, tout le monde sait que, à part le BR et puis l'UPR, qui peuvent titiller les 20%, je ne vois pas quel parti peut le faire. Il n'y en a pas. On peut être franc, soyons honnêtes. Ils peuvent l'avoir peut-être dans une zone, mais pas dans les 24 circonscriptions, ce n'est pas possible. Donc on veut que les partis politiques aient une envergure nationale. Et ça passe par là. On les teste par là, leur capacité à avoir ce pourcentage de 10%, enfin de 20% de suffrage-là. Pourquoi jauger apprécier? En réalité, il faut avoir 20% au plan national, si on veut aller seul.
Mais oui, bien sûr. Il faut avoir 20% dans toutes les 24 circonscriptions. Donc 20% au plan national. Mais oui, bien sûr. Les partis ont travaillé suffisamment pour Mais bien sûr, nous en avons pris conscience très tôt. Nous ne nous proclamions pas comme d'autres, et qui sont en difficulté aujourd'hui. On va revenir, parlons toujours de la sortie de l'entretien du chef de l'État. En général, quelle est votre analyse par rapport aux déclarations qu'il a faites en général, avant de revenir un peu plus en profondeur? Est-ce que vous pensez que Patrice Talon avait besoin de répondre à Boni Yayi? Et pourquoi maintenant? Non. Vous savez, nous sommes dans une période où il faut faire très attention. Vous comprenez? Il y a plusieurs façons de se victimiser. Et lorsque vous avez vécu ce qu'on a connu il y a quelques années, il faut éviter de se taire. Il faut dire les choses telles qu'elles se passent, telles que vous les pensez, il faut les dire pour que la pensée d'une seule personne ne détruise pas le mental des gens, que ça n'affecte pas le mental des gens et que cela ne les amène pas à vouloir adopter des positions et des attitudes incontrôlables après. Ils ont eu un entretien. Lui, le président Yayi Boni a rendu compte de l'entretien. Ce qui est commun aux deux rapports, aux comptes rendus faits par l'un et l'autre, c'est que le sujet de la nécessité de se mettre ensemble a été posé. Et le président Patrice Talon, depuis sa rencontre avec les jeunes, est déjà revenu sur ce problème. Il n'a pas cessé de le dire. Pourquoi devrions-nous nous combattre si tant que nous aimons le pays là? Pourquoi? Donc ça, il peut le dire. Il peut dire ça à son frère, à son prédécesseur. Il peut le lui dire. Mais est-ce que cela veut dire simplement que Yayi Boni et le président Patrice Talon va demander au président Yayi Boni, allez, moi, écoute, si vous voulez que nous soyons ensemble, alors rejoignez le BR ou le PR. Non, il peut proposer. Écoutez, pour le temps qui vous reste, les présidentielles, c'est foutu, c'est parti. Mais pour le reste des élections, rapidement, essayez d'avoir les accords de coalition parlementaire. Pourquoi pas? Mais le dire, en quoi c'est mauvais? Lorsque Patrice Talon suggère à Boni Yayi ou lui propose de se retirer de la vie politique, puisque lui-même a exprimé le fait de vouloir le faire, ce désir-là de se retirer. Oui, il l'a dit. Vous pensez que Boni Yayi, il prendra... Parce qu'on sent que Boni Yayi n'est pas encore fatigué de se retirer. Non, je pense que pour son bien à lui-même, et puis pour que ce ne soit pas de lui que viennent les chamailleries des jeunes, il serait bien quand même qu'à un moment donné, lorsque Dieu vous a donné cette gloire-là, de vous retrouver à la tête de ce pays pendant 10 ans. Il est temps, selon vous, qu'il se retire? Mais non. Qu'il laisse place non, aux mais jeunes. attendez. Il nous disait, écoutez, dans quelques mois, je m'en vais, je pars, voilà. On connaissait un peu la destination. Il devrait rejoindre un poste international et puis, bon, à la rigueur, ou alors devenir pasteur. C'était la destination. C'était ce qu'il nous disait. Il dit, bientôt, je vais vous laisser. Je m'en irai, je partirai pour telle destination à 2 ou 3 mois. C'est ce qu'il disait encore. Donc moi, j'ai été surpris de le revoir à la tête. Qu'est-ce qui pourrait l'amener à être actif politiquement? Vous l'avez côtoyé, vous le connaissez un peu? Mais oui, vous voyez, c'est vrai, j'étais ministre en son temps, et je dois beaucoup de respect à tout homme, et à lui, je lui dois du respect pour le président de la République qu'il a été, et ensuite, je lui dois du respect humainement, parce que il a été pour beaucoup. Pour que je sois là, mon accident, c'est vrai que le président Patrice Talon a pris le relais aussitôt qu'il est arrivé, mais il a beaucoup joué là. Donc, je lui reconnais cela. Donc, je ne peux pas sur un tableau, sur un plateau, me mettre
a décrit Yahi Boni dans ses comportements, dans ses réactions. Non, c'est pas respectueux. C'est pas respectueux. Je peux pas le faire. Est-ce que sa présence continuelle n'est pas entre autres en raison de la situation de Rekia Madougou et de Joël Aïvo par hasard? Mais j'ai toujours dit aux collègues, hein, et je l'ai dit sur un plateau de télévision, j'ai dit, les collègues du parti Les Démocrates ne font aucun bien pour que les prisonniers politiques sortent. Au lendemain, on s'est retrouvé à l'Assemblée, on a discuté, et je leur ai expliqué. Vous ne pouvez pas avoir affaire à un pouvoir en place qui domine. Le pouvoir, c'est dominer, qui a toutes les institutions, qui veille à la bonne marche des institutions. Le président de la République, vous allez, au même moment où vous envoyez une proposition de loi d'amnistie, la toute première est truffée de graves erreurs. Lesquelles? Bon, je ne peux pas tout citer. On ne peut pas mélanger, on ne peut pas tout mélanger. Ça doit porter, mais ça doit porter sur des faits précis, sur des noms précis. Mais c'est comme ça. Bon. Et ensuite, il y a 3 groupes parlementaires. Chaque groupe parlementaire, les députés de ces groupes-là ont, d'une façon ou d'une autre, un parent, un ami qui soit en prison. Moi, j'ai ma fille qui est en prison, Rikat Madougou. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est la fille à la grande sœur de mon épouse. Vous allez lui rendre visite? Je n'ai pas besoin de vous le dire ici. Mais vous imaginez? Donc, voilà, voici une situation qui prévaut là. Mais lorsque la loi a jugé, le droit a été dit, et qu'il y a des possibilités de trouver les portes de sortie à travers l'amnistie, la grâce et tout, ayons la prétention, on dit, la main qui demande là, c'est celle qui est en bas. Qu'il soit humble. C'est ce qui a manqué. Et même dans la seconde, la seconde lettre d'amnistie, pourquoi ne pas tenter la concertation entre, je ne vais pas dire avec les présidents, hein. Nous sommes tous des amis. Au niveau des démocrates, nous sommes des amis. Nous sommes à l'Assemblée, on se connaît, on se voit. On mange ensemble. On fait des missions ensemble. On discute ensemble. Mais on peut créer des lobbies. Il peut créer des lobbies au niveau du BR, au niveau de l'UPR, qui soit essayer d'impacter un peu par le comportement et autres, essayer de les toucher pour qu'ils puissent dire un mot lorsqu'il s'agit de discuter de ça à un niveau donné. Mais quand ce n'est pas ça, et que vous passez autre, c'est à l'Assemblée qu'on découvre l'existence de cette proposition de loi. Qu'est-ce que les gens vont faire? Et on ne cesse pas de le leur répéter. Mais il y a un entêtement à vouloir faire comme ça. Vous pensez que politiquement, il y en a qui ont intérêt à ce que Rekia Madougou et Joël Aïvo soient en prison? Je ne sais pas, mais je constate simplement que rien n'a été fait dans un esprit consensuel de concertation pour qu'ensemble, on puisse entreprendre les démarches nécessaires. Le président Patrice Talon, il est très touché. Il est lié à Rekia Madougou. Je sais. Je sais ce que représente la famille Madougou pour le président Patrice Talon. Mais c'est le président de la République. Je vous le dis. Les premières heures de l'arrivée de Yahi Boni, on les a vécues ensemble. Le président Patrice Talon. C'est lui qui a fait en partie
le président Patrice Talon, le président Yaya-Boni, il a participé énormément. Il a participé énormément. J'ai eu la chance d'être dès les premières heures, dès l'installation des structures, les structures clandestines. Déjà, le financement le recevait du président Patrice Talon. En tant que trésorier. Et après, en tant que secrétaire général de la direction nationale des campagnes. Donc, je sais beaucoup de choses. Je sais le niveau de leur amitié. Et qu'est-ce qui s'est passé soudainement après? Malheureusement, ici, je ne peux pas dire. Vous étiez ministre de l'Intérieur. Et je dis que je ne peux pas dire plus. Mais vous avez entendu Patrice Talon également, le mardi dernier, qui dit que le responsable de la non-participation de l'opposition aux élections législatives de 2019, c'est Boni Yaye. Oui, mais écoutez, lorsque vous dirigez, le parti porte le nom d'un président, le parti a un président qui s'appelle M. Yaya-Boni. C'est lui le président. Mais quand le parti faute, lorsqu'il y a transgression de la loi, on s'attaque à qui d'abord? Selon vous, c'est pour cette raison que... Mais non, c'est pas selon moi. Le responsable, même si c'est pas de quoi ne reproche-t-on pas le président Patrice Talon? Mais la chose qu'il ne sait même pas, dont il ne connaît pas l'existence, mais en tant que président de la République, c'est lui, n'est-ce pas? Toute cette responsabilité, pour n'avoir pas pu contenir son parti politique, ses militants. Mais il est le premier. Il est le premier qui répond. Il est le premier. Mais cela ne veut pas dire qu'il était au front, qu'il était parmi ceux-là qui ont barré les routes, ceux-là qui ont incendié les véhicules. Non! Mais puisque c'était lui le premier, c'est lui le responsable du parti. Oui. Et parlons toujours de Patrice Talon qui désire se retirer de la vie politique à la fin de son mandat. Vous pensez qu'il tiendra réellement parole? Pour certains, c'est juste une façade. Non, il est parti déjà, Patrice Talon. Non, il est parti. Mais simplement parce qu'il y a déjà Wadaï. Mais alors, écoutez, nous avons nos deux partis, enfin, au niveau de la mouvance, nous avons eu un mécanisme qui a permis de faire un choix consensuel. Et aujourd'hui, on aurait voulu avoir les démocrates en face de nous, qu'on allait battre. Vous êtes sûr? Mais on les aurait battus. Votre vision sur l'avenir politique après le départ de Talon? Ma vision politique. Votre vision sur l'avenir politique après le départ du président Patrice Talon? Non, je reste convaincu que nous avons pris le bon départ. Tout n'est pas réglé. Tout n'est pas rose. Il a fait ce qu'il a pu à la suite des autres présidents. Il a fait beaucoup. Et le président qui arrive, le président Wadaï, aura, qu'il veuille ou pas, l'obligation de réussir mieux que le président Patrice Talon. Sinon, il aura échoué. Donc, moi, je vois mon pays continuer par se révéler. Le Bénin va continuer d'être un pays prospère. C'est pas pour rien que nous retrouvons dans un monde des merveilles d'ici 2060. C'est clair. C'est la vision, ça. C'est dans cet esprit-là qu'on construit le pays. C'est dans cet esprit qu'on construit le pays. C'est dans cet esprit que Wadaï est obligé de travailler. Dernière question pour votre conclusion. Vous avez parlé tout à l'heure de Patrice Talon de Boni Yaye. Vous avez remémoré un peu le temps. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une réconciliation est possible? Ben oui, bien sûr. Qui sont ceux qui sont les actes qui sont possibles? Mais oui, mais mesure de réconcilier les deux. Oui, mais vous savez, au lendemain de l'élection du président Patrice Talon, les deux se sont retrouvés à Abidjan autour des présidents togolais et Yassine Bey et Faure.
beaucoup d'engagements avaient été pris. Qui ne les a pas respectés? Je ne peux pas vous le dire. Merci à vous, Benoît Assouan Komlandegla. Merci pour ce moment d'échange assez intéressant. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire quelques mots à l'endroit des militants du Bloc républicain, des sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien. Merci beaucoup. Et je vous ai dit à tout le peuple béninois, merci de la confiance placée dans le parti Bloc républicain, parti qui chaque jour s'affirme, s'impose, s'enracine aux militants. Tout court, je voudrais leur dire d'être rassurés et que nous allons jouer notre partition. Notre parti va jouer sa partition activement, efficacement, loyalement pour l'élection du président Wadaï. Et que, avant cela, dans les prochaines semaines, les élections communales et législatives, nous attendons jouer le premier rôle. Nous avons tiré assez de leçons des élections passées et nous sommes convaincus aujourd'hui avec notre enracinement que le BR deviendra dans les toutes prochaines semaines le premier parti politique du Bénin, tant par le nombre de conseillers communaux municipaux que par le nombre d'élus à l'Assemblée nationale. À tous, je souhaite beaucoup de succès et à nous la victoire. À vous la victoire, comptez-vous remplir pour la prochaine législative? J'appartiens à un parti politique et il appartient aux organes de direction de décider, et puis mais on verra. Comment se portent vos mandats? Mais ça va, il se porte bien, mais regarde là. Merci à vous, Benoît Assouan Komlandegla, pour ce moment d'échange. Chers amis internautes de cet entretien, on va retenir de façon sommaire et expéditive que l'honorable député, membre de la commission des lois, nous a fait savoir que cette proposition de loi portant révision de la Constitution est le fruit d'une longue réflexion. Il a argumenté dans ce sens-là. Il a fait savoir que le Sénat est mis en place pour tempérer les ardeurs et notamment jouer de l'arbitrage politique. Je dois reformuler un peu ses propos. Il a fait savoir qu'ailleurs, ce sont des élus, mais ici, pour ne pas instaurer ou créer une Assemblée nationale bis, ils ont désigné que ce soit un mode de désignation, mais il a précisé et mentionné cela à maintes reprises que tout ce qui est écrit dans la monture actuelle que nous lisons sur les réseaux sociaux, ce sont des propositions qui sont susceptibles d'amendement au niveau du Parlement et que déjà, au niveau du Parlement, il ressort déjà des écrits, des commentaires, des coups de fil pour un tant soit peu apporter des contributions à ce projet politique. Il a défendu au cours de cet entretien la trêve politique qui pour lui est utile au développement de la nation. Pour lui, une proposition qui peut être amendée par tout le monde, c'est la proposition de loi pour la révision de la Constitution, co-proposée par Akhenatonde et Hassan Seibou. Akhenatonde qui est président du groupe parlementaire Union Progressive du Renouveau, Hassan Seibou qui est président du groupe parlementaire Bloc républicain. Il a fait savoir que la 8e législature aurait pu modifier tous les textes de loi, mais que c'était dans le souci d'avoir des modifications consensuelles qu'ils ont mis au placard cette initiative politique qui pour eux ne date pas d'aujourd'hui, a tenu à mentionner notre invité de ce jour. Il a fait savoir que les élections, notamment le processus électoral engagé actuellement, ne perturbe pas le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il a rappelé que 2016, des événements de 2016, notamment dans la désignation du candidat de la mouvance présidentielle 2016, lorsque Boniaï était au pouvoir, il a mentionné de façon sommaire que Lionel Zissou n'avait jamais déposé de dossier pour les appels à candidature devant désigner le candidat du parti politique Les Forces pour Bénin Émergent, la coalition d'alors, Les Forces pour Bénin Émergent, FCBE. Pour lui, c'est ce qui a d'ailleurs généré la candidature de 7 anciens ministres de Boniaï à la présidentielle de 2016. Il a augmenté cela et fait savoir que ce que vit le Parti politique des démocrates aujourd'hui en 2025, c'est l'inconséquence de la non-jouissance des leçons qui ont été infligées par le passé, notamment en 2016. Il a fait savoir, lorsqu'il a été interrogé par ma collègue Billy Gaïlaïbi sur les députés démissionnaires, il a fait savoir qu'en politique, il n'y a pas de fidélité à un homme, mais au peuple. Il a argumenté également dans ce sens-là. Il a fait savoir que à partir du moment où la révision ne touche pas aux fondamentaux de la Constitution, et donc le débat est possible. Il a fait savoir qu'il y a 2 étapes pour que
cette constitution soit révisée au Parlement, lorsque Bill a interrogé savoir sur l'ambition ou la proposition ou la volonté politique de Daniel Eda, que ce texte de loi soit soumis au référendum, il a fait savoir qu'avant qu'on aille au référendum, il faut que le Parlement soit dans l'incapacité de voter et que le président de la République puisse actionner un levier par rapport à cela. Et donc, il y a un premier levier, c'est-à-dire un premier niveau pour que la révision passe, c'est qu'ils ont besoin de 82 députés. Le deuxième niveau, c'est de 88 députés. Et lorsqu'il a été interrogé de savoir est-ce qu'ils ont dit les 88 députés, politiquement et intelligemment, il a eu à répondre. Lorsqu'il a été interrogé sur notamment la sortie médiatique du président Patrice Talon, une sortie médiatique sur laquelle Patrice Talon répond un peu à Boni Yayi, il n'a pas voulu beaucoup commenter un peu les faits, il n'a pas également voulu beaucoup parler de Boni Yayi parce que l'homme se tient reconnaissant entièrement de Boni Yayi pour sa contribution au fait qu'il soit toujours en vie aujourd'hui, pour sa contribution à sa santé également. Il a fait savoir, il a mentionné également que Patrice Talon également a pris la relève depuis qu'il est là aujourd'hui, donc sa reconnaissance envers les deux hommes, il est dans les sentiments d'inconfort de pouvoir parler des deux hommes. Mais lorsqu'il a été interrogé sur les députés et les démocrates, notamment leur animation au sein du Parlement, il a fait savoir que les députés LD ne font rien de concret pour faire sortir Eric Amadou Gojolaïvo. Il a argumenté cela, il a exposé également quelques enjeux. Il a fait savoir qu'ils n'ont pas formé de lobby au niveau de l'Union progressive au niveau du bloc républicain pour que véritablement les uns qui sont députés, puisqu'il a fait savoir qu'ils mangent tous ensemble, ils parlent tous ensemble, ils n'ont pas actionné les leviers conséquents pour véritablement, de façon concrète, contribuer à la sortie de Eric Amadou Gojolaïvo. Eric Amadou qui est la fille de notre invité de ce jour, Benoît Degla, ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Nous allons mémorer quelques moments d'amitié entre Patrice Talon et Boni Yayi. Il a fait savoir que les deux pourraient être réconciliés. Il a eu à justifier les propos de Patrice Talon de façon sommaire et il a tenu à préciser que le candidat Romuald Wardani, une fois élu président de la République, a l'obligation de réussir mieux que Patrice Talon. J'espère que vous avez été fidèle. Merci beaucoup. Merci à vous, Benoît Assouan comme Degla. Je rappelle que vous êtes député de la 9e législature, élu sur la liste du parti politique Bloc républicain. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Billy Gaël-Aibi, merci d'avoir co-animé avec moi cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous de 19h de JT. Merci pour l'attention et belle suite de programme sur ESAE TV.